Je suis Deron Spillman et voici le podcast True East. Il y a un fossé dangereux entre la perception américaine d'Israël et la réalité sur place. Et le vrai danger, c'est que ce fossé est alimenté et exploité par des forces qui veulent voir la relation entre les États-Unis et Israël rompue. Mon invité aujourd'hui est le Dr. James Lindsay, auteur, mathématicien et l'une des voix les plus influentes de la politique conservatrice américaine. James est connu pour avoir dénoncé la théorie critique de la race et la machine idéologique qui vide les institutions américaines de leur substance. Mais cette fois, James n'a pas analysé Israël de loin. Il a pris l'avion, il a parcouru les rues d'Israël et il est venu le voir de ses propres yeux. Ce qu'il a découvert l'a choqué. Comme il l'a dit, il semble que la gauche comme la droite en Amérique ait inventé un Israël qui n'existe pas. Aujourd'hui, nous discuterons de ce qu'il a observé là-bas, comment cela a remis en cause les récits qu'il connaissait et ce que cela implique pour l'avenir du partenariat entre les États-Unis et Israël. James, bienvenue à True East et merci de ta présence. Salut, merci de m'accueillir. Je dois te dire, James, j'ai passé la journée à la Knesset à rencontrer plusieurs membres et ministres. Et quand je leur ai dit que j'allais t'inviter sur mon podcast, ils étaient ravis. Je pense que beaucoup de ces personnes, bien que tu sois connu mondialement, n'avaient jamais entendu parler de toi en Israël. Et tu viens d'ici. Et je pense que les remarques que tu as faites ensuite ont vraiment eu un impact sur les Israéliens. Et ils étaient très, très enthousiastes. Tu reçois James Lindsay. Donc je pense que ton voyage ici n'était pas seulement très, très important pour les Américains et pour beaucoup d'autres personnes, mais il était aussi important pour les Israéliens eux-mêmes. Je voulais que tu le saches, et ils écouteront aussi. Environ la moitié des auditeurs de ce podcast viennent d'Israël, donc ils font partie du public. Super nouvelle, merci de me l'avoir dit. Alors, James, je veux aller droit au but. Tu as un parcours fascinant. Tu as fait campagne pour Obama, tu étais à gauche, puis tu es passé à droite au Parti républicain conservateur. Et maintenant, tu as tiré la sonnette d'alarme sur la droite woke dont nous allons parler. Et je pense que très peu de gens ont une expérience aussi vaste. Tu as vu les deux côtés, tu as vu les récits sur Israël des deux côtés, le récit de la gauche, le récit de la droite et tout ce qu'il y a entre les deux. Je voulais te demander, lors de ton voyage en Israël, où j'ai eu la chance de te voir dans la cité de David, quel a été le moment où tu as réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les récits que tu avais vus et entendus et l'Israël que tu as vécu? Tu sais, je pense que ça a commencé presque immédiatement. Tu sais, en marchant dans les rues de Jérusalem, pas la première nuit où on est arrivé, mais le premier jour qu'on a passé là-bas. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu naïf et idiot, mais je pensais qu'il y avait presque une sorte de mystique dans ce pays. C'est cette chose, c'est un monolithe, c'est là-bas, ça existe, c'est comme un tout unifié et cohérent. Et puis, tu vois, juste la vie quotidienne, tu vois. Donc, c'était presque comme si le charme se brisait, presque immédiatement. Il existe de nombreuses personnes aux points de vue variés qui vivent leur quotidien. Ce n'est pas, tu sais, cet objet qui est Israël comme une seule entité, qui aurait, tu sais, telle ou telle relation, positive, négative, peu importe, avec les États-Unis ou le reste du monde. Donc, l'aspect de la vie quotidienne a commencé à me marquer, même avant que je te rencontre. C'était lors de notre premier jour complet là-bas. Donc, je pense cependant que le vrai changement de mentalité ou la vraie prise de conscience que c'est absolument fou ce à quoi les Américains ont tendance à penser. Le pays a sombré. Lorsque nous sommes d'abord descendus vers le sud, nous avons vu la zone entourant Gaza, puis certains des kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Et puis, évidemment, nous sommes aussi allés sur le site du Festival Nova. Ensuite, nous faisons demi-tour et partons vers le nord, direction le plateau du Golan. Et puis, nous voyons la frontière syrienne, nous voyons la vallée des larmes, et nous allons jusqu'à la frontière libanaise. Et nous voyons, vous savez, en quelque sorte, et nous entendons l'histoire de ce qui s'est passé là-bas lors de la guerre la plus récente, et comment cela s'est terminé. Et je pense que c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se sont un peu effondrées et que cette série d'activités pour le récit que la droite défend, c'est quand nous étions là, regardant vers le Liban et écoutant, vous savez, les luttes et les combats qui s'y sont déroulés, et la tentative de mettre fin à la guerre en janvier.
Et après avoir abandonné cet objectif militaire et de sécurité pour Israël, a été abandonné volontairement par les forces israéliennes pour offrir à Donald Trump une victoire politique aux États-Unis. Donc le récit à droite est, bien sûr, qu'Israël mène l'Amérique en laisse, que chaque membre du Congrès a un responsable israélien ou un responsable de l'American Israel Public Affairs Committee, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, Israël mène l'Amérique et dicte comment elle va fonctionner et agir dans le monde. Mais, en réalité, Israël risque très généreusement sa propre sécurité afin de maintenir une relation de travail positive et un partenariat stratégique avec les États-Unis. Et offrir au président Trump une victoire politique stratégique, pas une victoire militaire, pas une victoire sécuritaire. C'est une perte sécuritaire, mais cela a offert à Trump une grande victoire politique dès sa première semaine. Et je me suis dit, d'accord, maintenant, je suis complètement convaincu que le récit de la droite est totalement faux. Bien sûr, je suis aussi venu pour écouter pendant ces quelques jours. Une journée entière était consacrée aux droits israéliens. Nous sommes allés à la Knesset, nous avons fait une visite guidée, nous avons pu parler à certaines personnes, à quelques membres, en particulier Sema Rotman, avec qui nous avons discuté. Et puis, on se fait cette idée, encore une fois, les États-Unis ont cela. La droite aux États-Unis a cette idée complètement fausse, qu'Israël est cet objet politique monolithique. C'est un peu, vous savez, personnifié par cette figure de Benjamin Netanyahou qui représenterait tout ce qu'Israël fait, a fait, fera, peu importe. Et c'est comme, attendez une minute, non, il y a des gauchistes ici. Il y a aussi une politique interne compliquée. Et donc, ça m'a frappé, vous savez, je vois beaucoup de cette propagande de l'extrême droite. Et c'est, vous savez, Israël a fait ceci, Israël a fait cela. Et ça pourrait être, vous savez, peut-être dans les années 90 ou au début des années 2000. Et je me dis, et qui a fait ça? Est-ce Benjamin Netanyahou qui a fait ça? Ou est-ce Ehud Barak qui a fait ça? Ce n'est pas la même chose. C'est comme dire, vous savez que l'Amérique a fait ceci ou cela, sans prendre en compte si c'était l'administration Biden ou l'administration Trump. Il y a en fait différentes personnes avec différentes factions, avec des croyances différentes, qui font des choses différentes dans le monde, qui ont des visions différentes pour la région. La relation entre Israël et d'autres pays comme les États-Unis, je me suis dit, d'accord, c'est ça. Les choses, moi, ce que je vois, sont tellement simplifiées que tu ne regardes même pas une image d'un vrai pays. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai vraiment compris que le récit de la gauche sur Israël était faux. Eh bien, je veux dire, c'est un processus continu, tu sais, qui se déroule. Encore une fois, la vie quotidienne. Les Israéliens ne semblent pas avoir comme premier réflexe de vouloir attaquer les gens, causer des problèmes ou déclencher des bagarres. Ils n'en ont pas, d'après ce que j'ai vu. Il y a sûrement des gens pleins de préjugés là-bas, mais comme partout. Mais il ne semble pas y avoir cette hostilité farouche envers les chrétiens ou les musulmans, comme on l'entend partout. Et puis, il y a juste cette réalité froide que nous sommes entourés de gens, dont certains sont des terroristes. Nous travaillerons avec ceux qui ne sont pas prêts, mais pas avec ceux qui le sont. Et nous allons assurer la sécurité de notre peuple et de nous-mêmes, tu sais, et ainsi soit-il, non? Et puis nous continuons notre route. Après avoir sécurisé les frontières nord, nous avons traversé la Judée et la Samarie, que les Américains nomment Cisjordanie, et vu la situation réelle là-bas. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous n'avons pas passé de temps, nous n'avons pas parlé aux colons, ni rien de tout cela. Nous avons simplement traversé. C'était en quelque sorte une leçon d'histoire et d'actualité pendant que nous traversions. Et c'est très clair après avoir vu Gaza, puis vu des choses du Hezbollah au nord, et ensuite vu ce qui se passe en soi-disant Cisjordanie. Comme vous l'entendez appelé par la gauche américaine, les récits sont tout simplement complètement faux. Israël n'est pas l'agresseur ici, Israël mène un combat défensif. Leur présence au Moyen-Orient ne fait pas d'eux des colonisateurs ou des agresseurs, contrairement à ce que certains disent. Vous savez quoi? 75 ans plus tard, ces pauvres gens de l'autorité palestinienne qui mènent des opérations terroristes n'arrivent tout simplement pas à comprendre comment vivre avec Israël. Ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives, beaucoup de générosité, apprendre comment les gens dans le Kibbutzim, dans l'enveloppe de Gaza, vivaient. Ils tentèrent d'aider les Palestiniens, mais ont licencié les Gazaouis avant de s'en rendre compte. Ils étaient en train de planifier comment mieux les détruire lors de l'attaque, et que les personnes qu'ils avaient laissées entrer chez eux, avec qui ils avaient travaillé, à qui ils avaient donné du travail et avec qui ils avaient collaboré,
étaient parmi les assaillants qui les tuaient le jour venu. Aucune loyauté, rien de mérité, et cette idée fausse des gens. C'est ainsi. Donc, ces deux récits, la gauche en Occident a construit un faux Israël dont je savais qu'il était faux, mais c'est choquant de voir à quel point il l'est. La droite a aussi créé un faux Israël, ce qui est presque aussi choquant, même s'il fallait être présent pour le voir. Et puis, il y a un pays qui a de vrais défis politiques, de vraies divisions politiques, et beaucoup de vraies personnes qui vivent une vie réelle dans des circonstances vraiment compliquées. J'avais cette veste avec moi que je portais quand je devais m'habiller un peu plus élégamment. Entièrement décorée aux couleurs de l'Amérique, c'est une veste sur mesure avec Home of the Brave écrit sous le col à l'arrière. En fait, je me sentais gêné de porter mon Amérique comme les drapeaux américains à l'intérieur. Home of the Brave, qui fait partie, vous savez, de notre hymne national. Et je me sentais gêné, je me disais, mec, Home of the Brave, c'est là où, vous savez, on n'a pas d'attentats terroristes tous les jours. On n'a pas besoin de prendre la sécurité aussi au sérieux. Face à la réalité, l'état d'esprit change totalement. Dans la réalité de tous les jours, par opposition à, vous savez, ce genre de bêtises fictives sur Internet. Après avoir lu un blog, regardé une vidéo ou quelques TikTok, vous avez construit ce pays imaginaire. C'était un processus progressif. Ma réponse est longue, mais beaucoup de choses m'ont marqué. Je me souviens. Et c'est la dernière chose que je dirai. Je me suis réveillé un matin alors que nous étions à la mer de Galilée, sur le point de... Je crois que c'était le matin où nous redescendions vers le sud. Déjà allés aux frontières nord, ce jour-là, nous redescendions vers le sud à travers la Judée et la Samarie pour rentrer à Jérusalem. Et je faisais défiler mon téléphone. Là, dans la chambre d'hôtel le matin, je regardais simplement ce qui se passait. J'ai vu beaucoup de bêtises, surtout de la propagande anti-israélienne venant de sources de droite. Et je ne pouvais même pas reconnaître, je ne savais pas de quoi ces gens parlaient. Ils auraient tout aussi bien pu parler d'un endroit complètement fictif. Et j'ai eu ce moment étrange de déconnexion. Comme je ne sais même pas de quoi ils parlent, je ne reconnais absolument pas ce dont ces gens parlent. Et ça m'a frappé, tu sais, le récit, c'est aussi « Israël est en train de perdre la guerre des relations publiques ». J'ai eu cette pensée frappante. Comment peuvent-ils mener la guerre des relations publiques alors que celles-ci ne sont que du pipeau? Je n'arrivais pas à comprendre. Tu sais, tu soulèves quelque chose. Je pense que tu as vraiment touché le cœur du problème. Et j'ai littéralement des frissons pendant que tu dis ça, parce que je suis porte-parole de Tsahal, et pendant 120 jours, à partir du 7 octobre, je parlais à la presse étrangère et j'observais au début nos paroles, qui étaient diffusées alors qu'il y avait de la sympathie, tu sais, face à la destruction, de la part de la plupart, disons, des présentateurs grand public. Cela a duré environ 3 semaines, puis tout a commencé à changer. Et je pense que les Israéliens, nous vivons constamment cette expérience de sortie de corps. Le problème, c'est que c'est presque comme si on était figé dans les phares. Je veux dire, ce n'est tellement pas nous que c'est tellement douloureux. Quand on entend le mot génocide, ce n'est pas seulement rationnel. On peut se prendre du recul et essayer de répondre à cette question. C'est profondément, profondément bouleversant. Nous savons qu'il y a environ 8,5 millions à 9 millions de personnes ici. C'est un mensonge, nous le savons tous, mais on a l'impression d'avoir les mains liées. Et de vous entendre le dire aussi clairement, je suis curieux de savoir si vous pouvez m'éclairer, moi et nos auditeurs. Pourquoi sommes-nous perçus de cette façon? Je veux dire, qu'est-ce qui fait cela en Amérique? Est-ce parce que l'Amérique ne tolérerait jamais ça? Je veux dire, je sais que tu as mentionné avoir vu les panneaux rouges en Judée-Samarie. Je crois que tu as dit ça dans ton podcast, d'ailleurs, le podcast New Discourse. Si quelqu'un ne s'est pas encore abonné, il faut absolument l'écouter. C'est brillant. Ton article sur Amius Relkai était vraiment captivant. Tu as vu et tu as commenté ces Israéliens. Il y a un panneau rouge qui dit « Si nous entrons dans les villages arabes, c'est au risque de mort et c'est illégal ». En Israël, les Arabes peuvent circuler librement et j'essaie juste de comprendre pourquoi, si c'est la réalité dans laquelle nous vivons, pourquoi l'Amérique, pourquoi cela prend-il autant d'ampleur? C'est de l'ignorance, les gens ne savent pas. Je ne savais pas. J'avais entendu ces histoires, mais je n'arrivais pas à l'imaginer. Et on ne sait tout simplement pas. Donc, tu sais, c'est un peu comme l'exemple que tu donnes de ces panneaux rouges dans ces villages contrôlés par l'autorité palestinienne. Donc, tu entends cette histoire. Et d'une certaine manière, en fait, tu sais, il y a comme une sorte d'apartheid qui se passe là-bas, non? C'est simple.
Les Palestiniens disent que si des Juifs viennent, ils vont les tuer, non? Cet espace a été réservé et marqué par eux et leurs actions comme un lieu où ils ne sont pas les bienvenus. D'accord, donc maintenant tu as ce petit noyau de vérité qu'il y a une sorte de situation d'apartheid qui se passe en Israël. Tu peux aussi dire, regarde, Israël suit ses lois. Et puis l'autorité palestinienne, que tu sais ce que les Américains appellent la bande de Gaza et la Cisjordanie, ont ses lois différentes. Il n'y a absolument aucune compréhension de l'histoire de cela, ni pourquoi c'est le cas, ni comment cela s'est déroulé, ou quelles concessions Israël a accordées au fil des ans. Essayant de faire en sorte que cela fonctionne, seulement pour être en quelque sorte exploité et repoussé encore et encore. Et il y a une ignorance totale, comme je l'ai dit, c'est vraiment de l'ignorance absolue, et personne ne semble s'en soucier. Mais ce que vous pouvez alors dire, c'est, eh bien, regardez, il y a des zones c'est ce que j'entends, il y a des zones sur la carte qui sont contrôlées par Israël. Certaines zones de la carte sont aussi sous le contrôle d'une autre entité. Ils ressentent l'autorité palestinienne et ont l'impression que c'est toujours le même mot. Ils ont l'impression d'être exclus de la pleine participation à, vous savez, la terre qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, à la politique de la région et à tout cela. Et puis vous allez là-bas, vous regardez et vous vous dites « oui », parce qu'ils agissent comme des barbares et profitent de la bonne volonté des gens autour d'eux qui continuent d'essayer. Parfois, j'étais presque frustré en entendant certaines parties de l'histoire. C'est, vous savez, pourquoi continuez-vous à tomber dans ce piège? Pourquoi continuez-vous à faire autant d'efforts? Et bien sûr, ensuite, on commence à se rappeler qu'il y a différentes factions. Il y a Netanyahou, qui est une faction. Tout le monde ne l'aime pas, beaucoup de gens l'apprécient. Ensuite, Ehud Barak soutient fortement la solution à deux États et tente de la faire fonctionner. Et donc, vous savez, c'est encore une fois le cas. Pourquoi avons-nous toléré une militante trans avec de faux seins nus sur la pelouse de la Maison-Blanche sous Biden? C'est comme, parce que qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet, n'est-ce pas? C'était le dirigeant au pouvoir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Se plaindre sur Internet, faire un reportage, j'imagine, et c'est tout. Votre accès au pouvoir est limité. Je pense que c'est simplement de l'ignorance. Les gens ici ne savent tout simplement pas. Et ils arrivent à t'apprendre ces bribes de ce qui se passe au loin et à en faire une énorme histoire. Et puis, comme l'histoire, croyez-le ou non, c'est compliqué. C'est difficile d'expliquer pourquoi. Voilà ce qui se passe, ce qui s'est développé au fil des années, comment cela s'est répété encore et encore. Une trahison, c'est difficile à expliquer aux gens. Et ce que j'entends, c'est « je ne vais pas lire tout ça ». Vous savez, c'est comme s'ils pouvaient dire qu'Israël dirige un État d'apartheid et tue tous ces Palestiniens. Vous demandez, savez-vous pourquoi? Ils répondent, je n'ai pas le temps pour un cours d'histoire de 30 minutes, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que j'ignore, c'est de l'ignorance volontaire. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. Mais ici, ils ignorent et refusent de faire l'effort ou de prendre le temps. C'est comme de la paresse ou une ignorance sans volonté. Je cherche un mot. Ils sont juste trop paresseux pour essayer de comprendre et d'écouter jusqu'au bout. Tu entends d'autres récits, mais je pense que c'est surtout de la propagande. Tu as un champ d'ignorance et tu as des gens qui racontent des histoires qui semblent émotionnellement convaincantes dans cet espace d'ignorance. Et ils en profitent pour amener les gens à croire des choses complètement folles. Mais l'avantage de la propagande, c'est qu'elle n'a pas à se confronter à la vérité. Elle doit juste raconter des histoires rapides et émouvantes, sans affronter la réalité. Je ne lirai pas toute l'histoire ni n'écouterai ce cours. Cette mentalité ne convient pas. La propagande peut être diffusée en 60 secondes. Vous savez, ils peuvent dire quelque chose, voilà, voici la guerre, ils peuvent dire quelque chose de vrai, voici la guerre dans la guerre. Selon l'Organisation des Nations Unies ou autre source officielle, autant d'enfants, même si c'est probablement faux. Voici une source officielle qui dit que tant d'enfants sont morts à Gaza, donc Israël tue des enfants. Tu peux dire ça en 30 secondes, provoquer une réaction émotionnelle avec des images, puis expliquer aux gens, comme John Spencer l'a fait, les réalités de la guerre urbaine et l'extrême prudence dont Israël a fait preuve. Et le fait que les dommages collatéraux dans cette guerre ont été les plus faibles de toutes les guerres, je pense, de toute l'histoire. Et ils ne veulent tout simplement pas l'entendre. Ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et je pense que c'est une grande partie du problème. Et puis, mais comme je l'ai dit, l'autre aspect de ce décalage, c'était ce que tu as mentionné. Les Israéliens sont comme des cerfs pris dans les phares, car c'est très différent de ce qu'ils entendent sur eux-mêmes. Et j'ai aussi vécu cette expérience. Alors, les gens disent que je me suis réveillé ce matin en entendant un podcasteur britannique assez connu dire «
Tout le monde doit s'en souvenir. James Lindsay déteste les objectifs de la droite. Et je me dis, de qui parle-t-il? Je ne connais même pas ce type. Qui est James Lindsay? C'est ça. Toute l'année, je me suis réveillé chaque jour avec un nouveau James Lindsay sur Internet, et j'en suis la moitié. Je ne sais même pas comment répondre à ça parce que je ne sais même pas moi-même. Comme les choses qu'ils disent, lui, ça me prend beaucoup de temps, même pour remonter à l'envers et comprendre comment ils sont arrivés à la mauvaise conclusion. Pour dénouer le nœud, les gens disent souvent « Je n'ai pas envie de lire tout ça » ou « Tu es sur la défensive ». Voilà. Les Israéliens font face aux mêmes reproches. Tu es défensif. Tu protèges ta tribu. Mais pourquoi toi, tu as le droit de défendre ta tribu? Et les personnes blanches ne peuvent pas protéger leur tribu et y ont ces réponses rapides, émotionnellement percutantes, face à des réalités qui sont plutôt compliquées, qui demandent des explications et auxquelles, en fait, ils ne sont pas vraiment intéressés à écouter. Et, franchement, les détails concrets de ces choses ne sont généralement pas émotionnellement percutants, à moins que vous ne veniez voir par vous-même. Pour moi, c'est un petit détail étrange. Mais en parlant dans le podcast Amish Rothschild, je raconte comment je suis allé à Yad Vashem. Je suis sorti et j'ai vu la vie, vous savez, de l'autre côté, dans la Jérusalem quotidienne. Je me suis dit, waouh, le peuple d'Israël vit, je comprends. Ensuite, je suis allé sur le site de Nova avec le général Salomon et il raconte son histoire. Et puis, franchement, je trouve ça drôle. Honnêtement, c'est plutôt mignon. Certaines des choses les plus significatives arrivent parfois sur des parkings à côté d'une Honda ou quelque chose comme ça. C'est comme, tu as le site Nova juste ici. C'est un endroit très chargé d'émotions. Mais nous, on est sur le parking. Bien sûr, tu peux le voir depuis le parking, mais on est juste à côté de quelques voitures. Et c'est comme si le général Salomon était sur le point de partir. Et tu sais, il nous a parlé, je sais qu'il parle anglais, mais il nous a parlé en hébreu toute la journée. Au fond, tu penses, il ne parle pas vraiment anglais. Que dire pour le remercier et lui dire au revoir? Et c'est juste que je le prends par la main, je croise son regard brillant, et là, Amish Rothschild est la seule chose que je sais dire à ce moment-là. J'ai l'impression de devoir dire quelque chose en hébreu. J'ai quelques options comme « bonne nuit », qui n'est sûrement pas approprié, et « shalom », qui convient. Mais bon, je suis un peu limité en hébreu. Je sais que j'aurais pu le dire en anglais, mais parfois, il y a cette impression de barrière linguistique. Ayant parlé hébreu toute la journée avec un traducteur, ton cerveau agit bizarrement. Bref, on se regarde dans les yeux, on se dit Amish Rothschild et il y a vraiment une connexion. Mais quoi? À ce moment-là, j'avais vu quelque chose que je ne vois pas en Amérique et je l'avais vu souvent. Ce sont des gens en civil, des personnes qui sont manifestement réservistes dans les forces de défense israéliennes. Mais j'ai dû comprendre ça. Là, j'ai dû décoder ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait juste des gens en civil et des soldats, tous les deux en uniforme, qui se promenaient avec des mitraillettes. Je ne vois jamais ça aux États-Unis. Je ne vois jamais ça. Et je me dis, mince alors. C'est un endroit où les forces de sécurité sont littéralement partout. Ils se promènent littéralement armés. Et la milice civile en fait partie, où nous sommes quasiment toujours en service. C'est ça, et c'est réel en ce moment. Tu as ce sentiment que, encore une fois, c'est une réalité, ça peut arriver à tout moment, dans le sens sombre de l'expression. Et voici des gens qui vivent leur vie prêts à affronter la réalité, qui peut surgir dans son aspect le plus sombre à tout moment, parce que c'est ça, la réalité ici. Et c'est un énorme changement de mentalité sur ce qu'est cet endroit, sur ce qui se passe réellement ici, et sur le genre de récit qu'on entend à son sujet. Quelle démocratie occidentale libre dans le monde exige que les gens se promènent dans la rue avec des mitraillettes à peu près partout? Simplement parce que la réalité veut que, s'ils ne le font pas, beaucoup de gens, beaucoup d'innocents pourraient mourir aujourd'hui. C'est quelque chose de très surréaliste à assimiler. Il y a donc un énorme décalage. Il est très difficile de faire comprendre aux Américains ce qu'est la vie quotidienne là-bas. Et puis, comme je l'ai dit, les répliques cinglantes, surtout dans ce cas venant de la gauche, leur viennent tout de suite aux lèvres. Oui, c'est parce qu'ils lancent une guerre. Et de la droite, on entend un peu les mêmes choses. Mais le récit du colon occupant, ça leur vient immédiatement aux lèvres. Il y a cette explication qui n'est pas la réalité, qu'on y insère de force. Donc, j'ai l'impression que difficile à comprendre sans y être. C'est pour ça que tout le monde dit « si tu y vas, tu comprends », mais si tu n'y vas pas,
Je veux dire, je savais déjà de quel côté me placer moralement. Je savais de quel côté me placer pratiquement dans ce genre de conflit très facilement. Je n'ai pas eu de mal à prendre une décision même avant le 7 octobre, mais certainement après le 7 octobre, quoi penser et quoi faire. Mais tu ne te connectes vraiment que lorsque tu viens ici vivre et comprendre les choses toi-même. Des gens se promènent ici armés et je pourrais être victime d'une prochaine attaque terroriste. Et juste après ton départ, d'ailleurs, il y a eu une attaque terroriste au carrefour de Gush Etzion, à l'entrée de Jérusalem. Il y a une semaine et demie, un homme a été tué et 3 blessés. Et les terroristes, comme c'est souvent le cas, ont été neutralisés sur place par une combinaison de civils et de membres des forces de sécurité. Vous avez traversé cet endroit lors de votre visite. Cela arrive très fréquemment. Même le général Salomon, pour nos auditeurs et téléspectateurs, le général Salomon, qui est cet homme israélien incroyablement séduisant, il est vraiment en super forme et je sais qu'il vous a emmené dans le sud. C'est vrai, j'étais jaloux de cette visite. Je veux me joindre à vous. Il a en fait combattu aux côtés de son fils contre des terroristes pendant des heures. Je pense qu'à ce moment-là, le général Salomon n'était pas en uniforme. Il a juste pris un fusil chez lui et s'est battu. Et son fils était dans l'armée? Oui, c'est ça, un pistolet. Et pendant 10 heures. Oui, l'histoire est vraiment choquante et ça me sidère. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais en parler un peu dans mon podcast à ce sujet, le podcast Amazru High. Mais bien sûr, Billboard. Chris, membre de notre délégation, a publié sur le site de Nova la vidéo complète de l'histoire du général Salomon qu'il y a racontée, et il l'avait sur son X. Mais bien sûr, avec la façon dont X fonctionne, si tu n'as pas le lien, tu ne le trouveras jamais. J'ai mis le lien sur la page du podcast pour que les gens puissent aller voir ce qu'il a réellement dit. Mais il raconte cette histoire, et je voulais que la droite américaine entende cela. Beaucoup d'entre eux sont religieux. Beaucoup d'entre eux, vous savez, rendent toute la gloire à Dieu et tout ça. Et ils considèrent cela comme essentiel pour être du bon côté, en gros, de tout. Et donc, il raconte son histoire sur comment, vous savez, quelque chose est en train de se passer. Il reçoit un appel, ignore la situation et emmène son fils qui, à ma connaissance, n'est pas militaire. Ils prennent des pistolets, pas des mitraillettes. Et ils, vous savez, les mettent dans leurs étuis. Ils montent dans la voiture pour aller au quartier général. Et puis, ils pèsent devant, ils voient ce qui se passe en passant devant le site Nova et ils s'arrêtent. Et il dit, il se passe quelque chose ici, nous devons essayer d'aider les gens. Et il essaie de rassembler les gens. Vous savez, ces gens qui se réveillent après une nuit de fête, encore groggy, un peu perdus tôt le matin. Il dit, ce n'est pas rien, il faut fuir. Il tente de faire partir les gens, mais il refuse. Je ne peux pas laisser ma voiture ni mes affaires. Lui dit, tais-toi et cours. Il essaie de le faire partir. Et à un moment donné, comme toi, je ne connais pas exactement les détails de l'histoire à ce stade, je ne m'en souviens pas correctement. Ils disent, le Hamas arrive. Ils pensent, je vais mourir, alors il prie, fait la prière avant de mourir. Et à la fin, il ajoute, laisse-moi sauver plus de ces gens. C'est tout ce à quoi il pense. Comment puis-je sauver ces innocents, ces gens de la fête de la musique hippie? Voilà, c'est ça. C'est le genre de gars que, tu sais, en Amérique, le stéréotype du grand général costaud ne serait pas vraiment concerné par les hippies et les fêtards. Mais il se demande comment sauver plus de gens et pense qu'il va mourir dans cet incident. Et tout de suite, sa prière est exaucée, un char arrive. Il s'avère que le char n'est pas entièrement opérationnel, car il a déjà été gravement attaqué et endommagé. Il n'y a qu'un seul survivant dans le char, qui est le conducteur. Et il commence simplement à écraser des gens. Mais le général Salomon parvient à s'échapper et le char écrase des voitures. Il fait ce que les chars peuvent faire sans tireur. Et puis il se retrouve à nouveau piégé, et il prie encore. Croyant qu'il va mourir, il récite la même prière. « Laisse-moi en sauver plus. » Et puis le char s'est retourné, et d'une manière ou d'une autre, il a eu les gars qui allaient la voir et lui a sauvé la vie à nouveau. Et puis le char avance et s'arrête parce que le conducteur est mort à cause des dégâts subis lors de l'attaque précédente. Alors il s'approche et décide d'en faire une base de fortune, n'est-ce pas? Il commence à rassembler les gars du festival derrière le char. Par un petit miracle, il se trouve qu'il était dans une division de chars quand il était en service actif. Donc il savait comment fonctionne l'équipement d'un char. Ce qui veut dire qu'il savait comment libérer la mitrailleuse externe du corps du char. Il savait comment utiliser la mitrailleuse, mais elle était enrayée.
Voilà que le Hamas arrive. Il y a des gens qui se cachent derrière le char, il essaye de faire en sorte que des gens se cachent derrière le char. Il a cette arme, ça ne fonctionne pas. Il refait la même prière une troisième fois. J'ignore le nombre de munitions, mais après, l'arme fonctionne. Et il en a assez pour pouvoir repousser ces terroristes du Hamas. Des militants, bien plus que de simples terroristes, je ne sais même plus comment les nommer. L'armée ennemie parvient en fait à les retenir pendant plusieurs heures et à sécuriser 70 ou 80 personnes de plus dont ils sauvent la vie. Et vous savez, plus de 300 personnes ont perdu la vie là-bas et il en a sauvé plus de 400, d'après toute estimation raisonnable. Environ 75 d'entre eux se cachent derrière le char pendant qu'il est allongé là, après 3 miracles. C'est une histoire incroyable. C'est le genre de choses que l'on penserait capable de captiver l'Américain conservateur moyen au plus profond de leur conscience et les motiver à comprendre ce qui se passe réellement. Ce n'est pas l'histoire que ces misérables propagandistes racontent, qu'ils soient américains de souche ou qu'ils reçoivent des récits venus de l'étranger, que ce soit des Palestiniens ou quelqu'un d'autre. Tu crois que ça ferait-il? Non. Mais encore une fois, les gens n'entendent pas ces histoires. Cette histoire n'arrive pas jusqu'aux États-Unis. C'est pourquoi c'était si important pour Chris de la publier sur son compte X, en intégralité la vidéo complète avec un bon son du traducteur. Et c'était important pour moi de raconter cette histoire dans ce podcast et de la raconter à nouveau ici, même si vous savez le temps est limité. Ce message doit pouvoir atteindre la conscience, je pense, pour briser ce sortilège, que c'est en réalité ce que représente Israël. C'est la même chose. Vous zigzaguez à travers Yad Vashem. D'après ce que j'ai entendu, nous étions un peu pressés parce que le soleil se couchait. Ils vont nous mettre dehors. En fait, ils allaient nous enfermer, c'est ce que le guide touristique a dit. Et il a dit, vous ne voulez pas être enfermés ici, je vous le promets. On zigzague, mais j'ai appris après que beaucoup ne finissent pas et partent là-dedans, et ils arrivent à peu près à la moitié, puis ils ne peuvent pas finir. Ils doivent juste abandonner, prendre le raccourci pour sortir ou quelque chose comme ça. Donc, on passe assez rapidement. La visite a été écourtée et moins intense que prévu, mais elle l'était tout de même. Et on sort par l'arrière, et il y a juste la vraie vie. Comme quelqu'un avait dit à un moment donné que la revanche d'Israël sur les nazis n'était pas d'aller détruire l'Allemagne, mais de faire beaucoup d'enfants et de créer un pays prospère. Et tu le vois de tes propres yeux. Tu sais, on a eu de la chance de sortir dans le noir parce que tu vois les phares, le feu arrière et les lumières brillantes de la ville. Et je pense que l'effet était bien plus fort que si on était sorti en plein jour parce que les lumières on a tout ça tellement saisissant. Qu'il y a une vie vibrante ici et franchement, je ne sais pas comment tu peux faire ressentir ça à quelqu'un. Il existe toujours ces récits affirmant que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. De quoi parles-tu? Je viens justement de lire cela. Qui, selon toi, propage ces idées? Tu en as parlé plus tôt et cela m'intrigue. On t'observe et on écoute tes propos. Et ça touche tellement de gens, des centaines de milliers de personnes, voire peut-être des millions de personnes. Et puis il y a ces Nick Fuentes, Tucker Carlson et tout un tas d'autres personnes. Et je t'ai entendu dire que peut-être ce contre quoi tu te bats et ce contre quoi nous nous battons, ce n'est pas seulement pas qu'une opposition populaire. Y a-t-il ici quelque chose de plus profond? Penses-tu que ces idées sont implantées et financées peut-être par d'autres personnes, peut-être de l'étranger? Oui, je ne pense pas que ce soit une opération principalement populaire, d'aucune manière que ce soit. Je n'ai aucune preuve que quelqu'un soit financé ou manipulé par qui que ce soit. Tu sais, du compromat, pour utiliser un mot russe très précis exprès. Des rumeurs circulent à ce sujet. Tu sais, à ce stade, Tucker Carlson est plus ou moins surnommé Tucker Carlson pour suggérer qu'il a une sorte d'accord commercial ou financier avec le Qatar, ce qui le pousserait à promouvoir ses récits. Je sais que j'en ai fait personnellement l'expérience quand j'ai pris position, non pas sur une question israélienne ou juive, mais sur la question des H-1B à la fin de l'année dernière. La question du visa H-1B qui concerne principalement les immigrés indiens aux États-Unis, mais aussi d'autres, mais surtout les immigrés indiens. J'ai pris position là-dessus, j'ai même dit que, vous savez, nous ne devrions pas nous engager là-dedans. Ce que je pensais être un argument artificiel fabriqué aux États-Unis sur la question de savoir si nous acceptons ou non
des immigrés légaux hautement qualifiés. Vous savez, bien sûr, la plupart des Américains conservateurs sont d'accord pour dire que nous devons faire sortir les immigrés illégaux d'Amérique, en particulier, vous savez, en donnant la priorité aux éléments criminels, aux éléments inconnus. Mais tout à coup, nous avons ce grand débat sur les immigrés légaux. Alors j'interviens et je me dis, attendez une minute, pourquoi faisons-nous ça? N'entrez pas dans ce jeu. C'est clairement une opération pour nous faire nous disputer sur un sujet qui ne posait pas problème il y a 2 semaines. Et immédiatement, j'ai été attaqué, comme ça ne m'est arrivé que 2 ou 3 autres fois dans ma vie. À l'échelle à laquelle j'ai été attaqué en ligne, même avec beaucoup d'expérience dans ce domaine, c'était très déstabilisant. Et il s'avère plus tard que j'ai des enquêteurs experts qui finissent par me parler et enquêter là-dessus pour moi. Et ils me disent, tu te rends compte que plus de 40% des comptes qui t'attaquaient étaient russes? Et ce que presque tous introduisaient dans la discussion, c'était des arguments néo-nazis flagrants. Donc j'ai toutes les raisons de croire, après ma propre expérience personnelle, en me confrontant à certains de ces soi-disant débats, je pense qu'il s'agit en réalité d'opérations de guerre psychologiques et politiques contre notre pays et notre mouvement conservateur ici. J'ai toutes les raisons de croire qu'elles sont orchestrées, au moins en partie, par la Russie, parce que c'est ce que les données ont montré. Ils m'ont attaqué en nombre massivement disproportionné, et le genre de choses qu'ils mettaient en avant était flagrant. Je veux dire, pas des choses que la gauche radicale qualifierait de un peu nazi. Je veux dire, tu sais, des vidéos de glorification d'officiers SS. Je veux dire... Carrément nazi. Des trucs comme de la vraie propagande nazie, tu sais, Hitler, avec le motif des yeux brillants pour le rendre cool et à la mode, vraiment, c'est du lourd. Et puis découvrir qu'environ 40% de tout ça vient de Russie. Bien sûr, donc, on commence à voir beaucoup de liens étranges qui sont apparus ces dernières semaines. En fait, tout récemment, qui commence à susciter beaucoup de soupçons que certaines de ces choses sont financées, semées, implantées ou dirigées par des opérations russes via les réseaux sociaux et peut-être d'autres sources plus directes. Et ce n'est qu'un pays. En Israël, quand je parlais à différents interlocuteurs, le même pays de 5 lettres revenait toujours. Qatar, 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 encore et encore. Et nous savons qu'ils déversent, pas juste un peu d'argent, mais des rivières d'argent. Nous savons qu'ils finançaient massivement la gauche américaine. On m'a dit que cela pouvait atteindre 350 milliards à ce stade. Un très. Il y a une étude en cours, je ne dirai pas par qui. Elle sera publiée l'année prochaine. Et avec tous les chiffres qui suivent tout, on parle de centaines de milliards. Des centaines de milliards de dollars, bien plus que les 7 000 $ qu'Israël m'aurait prétendument versés. D'ailleurs, au fait, le chèque n'est toujours pas arrivé. Tu as été sous-payé? Ouais, pip, encore là. Allez les gars, on se motive, c'est 7 000, on va y arriver. Bref, de toute façon, c'est presque sûr. Et ensuite, la Chine a évidemment intérêt à soutenir cela aussi. La Chine a d'énormes intérêts à rompre la relation entre les États-Unis et Israël. Ils auraient ainsi libre accès pour mener leur projet de la ceinture et la route. Ils négocieraient directement avec les nations arabes, excluant l'Amérique. Je veux que tu développes un peu ce point parce que la Chine est, tu sais, le grand acteur mondial. Ils ont déjà, tu sais, éclipsé, je pense, la Russie en termes de présence. Tu sais, ils sont au premier plan, même avec le président Trump. Pourquoi ce petit Israël, 10 millions d'habitants, a-t-il une telle relation avec l'Amérique, 350 millions d'habitants? Pourquoi cela est-il important pour la Chine? Peux-tu nous expliquer cela? Oui, enfin, je ne sais que ce que je sais, il faut le préciser. Je ne suis pas un expert en géopolitique, ni en sécurité nationale ou internationale. Mais il n'est pas difficile de deviner et de savoir un peu que l'initiative La Ceinture et la Route doit évidemment passer par la région. En fait, il y a 2 routes maritimes et une route terrestre. La route terrestre est censée avoir une sorte de centre en Iran. Pour que le prochain centre sur cette route terrestre soit censé être cela, la nouvelle route de la soie, comme ils l'appellent, est censée aller jusqu'à Budapest, mais je pense que Téhéran est le centre avant cela. Et donc, vous savez, toute cette région dans le... direction. La Méditerranée orientale est remplie de voies de navigation, à la fois terrestres et maritimes, qui sont essentielles pour les ambitions économiques de la Chine, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique.
Et puis, lorsque vous commencez à parler des routes maritimes, vous parlez maintenant de l'ensemble du globe, alors vous avez la possibilité. L'ambition de la Chine avec l'initiative La Ceinture et la Route est de créer une super autoroute économique à 3 voies. Cela donne un accès direct au marché de 5,9 milliards de personnes, ce qui représente un réservoir économique énorme. Et donc, si vous avez une démocratie de style occidental coincée au milieu de tout cela, recueillant des renseignements incroyables, ce qui se passe, elle a des intérêts fortement ancrés à ne pas laisser les autres puissances régionales faire ce qu'elles veulent. Et puis, vous savez, en partenariat stratégique avec la superpuissance militaire et économique mondiale, vous avez un gros problème pour vos plans. Ce n'est pas qu'Israël fonctionne en aucune façon comme un avant-poste américain, mais c'est que nous avons des préoccupations de sécurité et économique presque identiques concernant les autres acteurs en présence et nous partageons des valeurs fondamentales très similaires. Donc, Israël se trouve justement à un endroit absolument crucial pour le commerce mondial de grande ampleur et représente une perturbation majeure de la capacité à le faire de manière libre, que ce soit par l'alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou par la Chine elle-même avec ses partenariats avec les États arabes. Pour aggraver les choses, il est en partenariat stratégique avec la superpuissance mondiale. Cela serait probablement le cas, et je pense que le monde s'en porterait mieux si elle pouvait maintenir son statut de superpuissance économique et militaire mondiale. L'Amérique n'a pas été un gestionnaire parfait de sa puissance, loin de là, mais elle a été sacrément bonne dans ce rôle, comparé à ce que l'on pourrait imaginer qu'un pays comme la Chine ou la Russie ferait avec le même type de pouvoir et d'accès. Penses-tu, tu sais, je t'écoute, James, que tu sais parler d'équilibrer Israël et une Amérique là où l'Amérique en est aujourd'hui? Peux-tu, peut-être, juste peut-être que c'est une question trop simpliste, mais les Israéliens veulent croire que nous sommes importants pour l'Amérique. Au-delà du niveau stratégique que nous sommes ici, au Moyen-Orient. Qu'il y a plus en nous qu'au Qatar, plus en nous qu'en Arabie, plus en nous que, disons, l'Arabie saoudite pour les États-Unis. Et quand le président Trump, la semaine dernière, beaucoup d'Israéliens ont pensé « oh non » quand il a dit « l'Arabie saoudite est un grand allié, tout comme Israël ». On s'est dit « mais attendez, il y a quelque chose de spécial dans cette relation avec les États-Unis ». Les États-Unis, c'est bien 350 millions d'habitants, c'est ça? Mis à part sa position stratégique, Israël est-il important pour les États-Unis? Je veux dire, je pense que ça a été particulièrement le cas, surtout pour le plus grand groupe électoral unique. Le bloc culturel dans le pays, qui jusqu'à présent a été constitué des chrétiens évangéliques, qui ne sont pas majoritaires dans le pays par eux-mêmes, mais ils représentent une pluralité très significative, vraiment très significative. Et donc ils constituent un bloc très puissant en termes de vote, de questions électorales, de questions politiques, mais aussi simplement sur le plan culturel. Ils sont comme le contrepoids culturel à tout le reste qui se passe. Et ils ont tendance à prendre leur foi très au sérieux. Ils ont donc tendance à être assez difficiles à influencer par les modes culturels de l'époque. Et donc, il y a une profonde parenté là-bas. En fait, j'ai eu une réunion avec une personne évangélique importante aux États-Unis. Je ne devrais nommer personne. Je veux l'appeler leader évangélique. Il agit différemment, mais c'est un leader. Donc, je rencontre ce gars et nous parlons probablement pendant 1 heure d'Israël. Finalement, nous en parlons et, vous savez, il me l'explique vraiment très clairement. Il y a en quelque sorte 3 dimensions, au moins, à cette discussion. Il y a l'argument pratique, que je viens d'aborder un peu, du côté géopolitique des choses. Et puis, il y a un argument moral qui est en fait fondé sur le fait que les valeurs que nous voyons entre nos deux pays sont à bien des égards très similaires et que nous représentons beaucoup des mêmes fondements moraux. Et par conséquent, nous avons la capacité d'apporter cela dans nos régions respectives et dans le monde. Et de préserver ce type de valeurs, d'être comme un phare ou une lumière pour ce genre de valeurs. Pas besoin d'être évangéliste. Dites simplement, voici ce que nous faisons et ça marche. Ça marche mieux que ce que font les autres. Et il y a quelque chose de spécial dans ce que nous faisons. Et nous aimerions que les autres ne cherchent pas à nous démolir à cause de ça.
Et puis il y a un argument théologique que, bien sûr, je n'ai pas tendance à avancer autant, mais il était très clair parce que c'est un pasteur évangélique, et il est très clair qu'il existe aussi un lien théologique profond entre Israël et les États-Unis, un lien que je perçois comme n'existant nulle part ailleurs dans le monde. Je veux dire, quelqu'un aurait pu avancer l'argument, je pense il y a peut-être quelques décennies, qu'un type de parenté similaire existe entre les Britanniques et les États-Unis. Nous avons bien sûr aussi une sorte d'héritage historique direct, voire ethnique, qui crée également une autre relation spéciale. Mais les fondements théologiques des États-Unis sont ce que tout le monde veut dire de nos jours. C'est une nation chrétienne, et dans une certaine mesure, culturellement, c'est vrai. Mais je ne devais pas trop compter sur l'intelligence artificielle, les modèles de langage comme source. Mais je ne sais pas comment faire cette analyse moi-même. Alors j'ai demandé à Grok de l'expliquer et de me donner des sources que je pourrais consulter. Les sources confirment ses propos. Il n'a apparemment rien inventé. Quelles sont les bases juridiques des États-Unis telles qu'ils ont été constituées à la fin du 18e siècle? C'était comme, comment décomposeriez-vous les sources? Parmi celles-ci, entre la Bible hébraïque, la religion chrétienne, la tradition grecque, la tradition romaine, ce sont celles dont on entend le plus parler. Et il a immédiatement répondu 75% Bible hébraïque. Donc la situation juridique des États-Unis, ils peuvent argumenter autant qu'ils veulent. C'est une construction chrétienne, mais c'est une construction chrétienne qui reconnaît directement Lévitique et Deutéronome, comme en quelque sorte les pierres angulaires sur lesquelles tout le projet a été construit. Juridiquement, certains éléments des Lumières subsistent. Des ajustements dans notre approche. Bien sûr, cela fait intervenir les idées grecques sur la police et la cité-État, ainsi que l'idée de la République. Cela implique aussi la notion romaine d'État de droit, même si elle différait de notre conception actuelle. Blablabla. Mais 75% de notre structure juridique constitutionnelle fondamentale était, selon les citations, enracinée dans la Bible hébraïque. C'est un lien théologique profond, une alliance. Comme l'idée d'une nation d'alliance avec quelque chose qui transcende l'ethnicité ou une tribu spécifique de personnes ou quelque chose comme ça. C'est profond. Ensuite, il a été dit que les fondements culturels étaient à 75% chrétiens, mais aussi dans le sens d'être protestants, ce qui, contrairement au catholicisme romain de l'époque, avait tendance à reconnaître ouvertement et clairement que la Bible doit être lue comme un document continu. Si vous êtes chrétien, cela n'a pas d'importance. Israël reste Israël, et Israël est toujours, vous savez, dans une alliance perpétuelle et éternelle avec le même Dieu auquel les chrétiens de l'époque auraient cru. Et donc, il existe toujours ce lien théologique profond. Il y a donc une dimension théologique profonde à notre relation spéciale. Et je l'ai vraiment ressenti en discutant avec de nombreux juifs pratiquants et orthodoxes pendant que j'étais là-bas à propos de questions théologiques. Bien sûr, ils ne parlent pas tellement de l'Évangile, selon Matthieu, mais ils abordent des sujets qui résonnent beaucoup, que ce soit la Genèse, le Lévitique ou l'Exode pour la conscience américaine, pour le roi Samuel et ainsi de suite. Tous ces différents livres des différentes parties de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et il est tout à fait clair qu'il s'agit de la même racine culturelle profonde, dont poussent deux arbres différents ou deux branches différentes issues de la même racine. Il existe une relation très forte et particulière. Ces trois niveaux que j'ai évoqués incluent le niveau pratique ainsi qu'un niveau moral que j'ai omis. Je pense que c'est tellement évident que c'est difficile à expliquer alors que pour beaucoup, ça ne l'est pas. J'ai pourtant l'impression que ça devrait l'être, difficile d'en parler. J'ai tenté de réduire cet écart grâce aux podcasts et interviews. Comme je l'ai dit, il y a aussi cette dimension théologique que je ne maîtrise pas vraiment, mais qui me paraît essentielle à traiter. Et cela, je veux bientôt développer l'argument selon lequel ce débat théologique particulier s'applique à ces philosophies continentales occidentales qui ont déferlé sur l'Europe, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et que c'est une rupture fondamentale et un rejet complet et fondamental du fondement théologique qui définit à la fois Israël et les États-Unis de façon unique parmi les nations. La Grande-Bretagne, je pense, faisait plutôt bien les choses jusqu'à il y a quelques décennies, honnêtement, dans ce même domaine. Mais ils sont vraiment tombés du cheval ces dernières décennies. Mais quoi qu'il en soit, il y a des niveaux très, très, très profonds
Ce n'est pas une question simple. C'est en fait une question très profonde de savoir pourquoi il existe une relation aussi spéciale. Je pense que cette attaque vient surtout de l'étranger ou de notre propre état profond, voire d'autres états profonds. Ils se coordonnent pour remplir les zones d'ordure, pour embrouiller les gens. Je crois qu'une grande partie vise à briser cette relation spéciale, que même si nous n'étions pas dans une sorte d'alliance ou d'accord militaire stratégique ou quoi que ce soit de ce genre, ou d'accord de partage de renseignements, cela fournirait tout de même ce noyau très profond, moralement et théologiquement, entre nos nations, qui ne peut être nié. Et en fait, je pense que nous sommes, en train d'aller au-delà de l'argument pratique. Nous allons devoir commencer à parler davantage de ces liens. Alors que beaucoup, à mon avis, de très mauvais acteurs essaient de rompre ces liens. Stan, j'en ai souvent parlé, je l'ai écrit dans mon livre. Quand les pierres parlent, j'ai évoqué la nature indigène et biblique d'Israël. Je pense que vous avez raison. J'ai reçu John Spencer dans le podcast, il est brillant. Et encore une fois, pour tous ceux qui veulent écouter et apprendre, John Spencer expliquera exactement ce que nous faisons. Mais quand John Spencer s'exprime si bien et qu'en face, il répète seulement « Vous avez volé notre terre, vous avez volé notre terre, vous avez volé notre terre », cela le discrédite par sa simplicité absolue. Cela ramène à un argument central, ce qui signifie que tout ce que John Spencer, Darren Spillman ou nous disons importe peu, car c'est le point principal. L'argument erroné affirmant que nous avons volé leur terre et sommes des colonialistes. Je pense que ce que tu dis et ce que tu soulèves sur ce plan moral et religieux, c'est notre argument central, c'est notre relation fondamentale. C'est quelque chose qui va plus loin que la façon dont nous visons précisément la maison, en essayant de tuer les terroristes sans tuer les civils. Nous ignorions leur présence car nous ne les suivions pas. Et si c'est ce que nos ennemis essaient de briser dans de nombreux cas, si nous voulons savoir sur quoi insister, c'est en fait ce que nos ennemis essaient de briser. Je pense que non seulement vous devez le faire, mais je ramène cela en Israël, notre communication. Et nous faisons face à un monde où les médias sont en grande partie anti-Israël. Revenons précisément à ce que vous venez de dire, à ces arguments essentiels. Que nous sommes autochtones de cette terre, que notre relation avec les États-Unis est un appel profondément spirituel et religieux fondé sur l'éthique biblique. Je suis curieux d'en parler. Je ne vous ai vu qu'une minute dans la cité de David. Est-ce que cela a résonné en vous dans ce genre de partie de l'histoire? Oui, bien sûr. Et vous savez, ce que vous venez de dire a vraiment résonné en moi. Vous savez, peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence. Par une coïncidence. Donc, vous savez, l'idée que vous allez faire tout votre possible pour tuer le terroriste et non le civil, etc., c'est évidemment une valeur que l'Amérique partage. Et la façon dont elle mène la guerre, la façon dont, sur le plan éthique, elle s'engage dans le monde, même dans ses pires moments et pires situations, la guerre étant un peu cela. Par exemple, d'accord. Alors, les ennemis que vous combattez ne pensent pas de cette façon. Ils sont impatients d'être martyrisés dans de nombreux cas lorsqu'ils sont des islamistes radicaux et qu'ils ont adopté toute cette idéologie de djihad brutal. Ils placeront leur installation militaire sous une école ou sous un hôpital et attendront avec impatience qu'elle soit attaquée, pour ensuite sortir et crier « victime » et compter le nombre de personnes innocentes que vous avez essayé de mettre à l'abri mais qui ont tout de même été tuées. Et vous savez, même à mon avis, même un enfant qui crie quelque chose comme « vous savez, mort à Israël, mort aux Juifs, mort à l'Amérique, s'il a 7 ans, reste quand même un innocent ». Vous savez, ils ont 7 ans, sont endoctrinés et, d'une certaine façon, sont doublement victimes. Et donc, ce genre de valeur est profond. Mais hier soir, je lisais cette différence de façon frappante. Quelqu'un m'a suggéré, en fait, un Israélien que j'ai rencontré un peu par hasard. Je rentrais chez moi en avion après un autre voyage professionnel. Et il m'envoie un message et il me dit « As-tu déjà lu le discours que Heinrich Himmler a prononcé à Posen en 1943 ?» Je crois que c'était en octobre 1943. J'ai dit « Non, je n'ai pas lu ça. » Mais il s'avère que j'en ai une copie. J'ai un livre qui contient une copie de ce discours et j'ai aussi la version numérique. Donc, je l'avais avec moi, alors je me suis dit « Je me demande si c'est dans ce livre. »
J'ai ouvert le livre et c'était là. Donc, hier soir, je rentrais chez moi en avion et je lisais ce discours qu'Himmler a prononcé en 1943. À ce moment, j'ai de nouveau demandé au Grok combien de Juifs avaient été tués lors de l'Holocauste au moment de ce discours. Il dit entre 4 et 4 millions et demi. Je réponds, d'accord. Et lui alors, hein? Je sais qui était Himmler, mais quel était exactement son rôle dans l'Holocauste? Et il me dit, il est écrit qu'il n'a tué directement personne, mais qu'il a directement organisé et supervisé chacune des morts. Autant avec les Einsatzgruppen et les soi-disant balles de l'Holocauste qu'avec les chambres à gaz, avec tout. Je me dis, d'accord, qui est-ce? Je l'ai lu, c'était très clair. Beaucoup de passages sont, vous savez, un peu techniques ou quoi, et ce n'était pas très intéressant. Mais la première partie était très intéressante. Et il parle de ce que cela signifie d'être un homme de la SS, et il dit qu'il parle de l'attaque contre la Russie en particulier. Et il dit, d'accord, donc vous savez, vous dites que nous sommes des monstres parce que nous faisons creuser un fossé anti-char par des femmes et des enfants. Et vous savez, oui, 10 000 d'entre eux mourront en creusant ce fossé, des femmes et des enfants. Il dit, qu'est-ce que ça me fait? Je m'en fiche, je suis allemand. Les Allemands ne se soucient pas des Russes. Les Allemands ne se soucient pas des femmes et des enfants de l'ennemi qui vont amener au monde des personnes de race inférieure. Cela pourrait contaminer notre peuple. Il pourrait contaminer le sang allemand. Nous ne nous soucions ni des Tchèques, ni des Russes, ni du nombre de morts parmi eux. Plus ils meurent, mieux c'est. Ils n'engendreront pas d'individus de moindre qualité susceptibles de nuire aux Allemands. Seule cette perte nous importe. Il s'agit de savoir s'ils finissent de creuser la tranchée, car sinon elle ne servira pas contre les chars. Cela risquerait de faire couler davantage de sang allemand, ce qui doit être évité. Et je me dis, ces gens-là, vous savez, c'est facile de dire que ce sont des monstres. Mais c'est une vision fondamentalement opposée sur le plan moral à la façon dont Israël et les États-Unis, et encore une fois la Grande-Bretagne, des pays civilisés, vraiment civilisés, abordent l'idée de la guerre. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, ce n'est pas seulement une question de victoire à tout prix, ce n'est pas seulement une question de nous-mêmes. Il y a une vision plus large qui est prise en compte, même dans la guerre, même dans la chose la plus horrible dans laquelle les êtres humains se retrouvent impliqués. Et le fait est que cela crée une profonde parenté entre nous, qui est différente de ce que la plupart du monde reconnaîtrait. Beaucoup de gens, même chez nous, commencent à y succomber. Ils ont peur, ils se mettent en colère, peu importe, et ils veulent juste tous les tuer. Vous savez, tous les tuer, qui s'en soucient. Laissez Dieu s'en occuper, ou peu importe. Mais ce n'est pas aussi grave que ce que disait Himmler, mais c'est quelques pas sur la même route qui mène à Himmler, ou qui mène à ce djihadiste radical prêt à mettre un enfant de 7 ans devant lui comme bouclier, dans le but de pouvoir tirer non seulement sur des soldats de Tsahal, mais aussi sur des civils israéliens innocents si l'occasion se présente. C'est une question fondamentale entre une approche qui aime la vie et une approche qui aime la mort envers l'humanité, sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Et cette parenté n'existe qu'entre quelques pays, Israël et les États-Unis étant, je pense, un exemple très fort. La Grande-Bretagne, historiquement, dans une certaine mesure. J'aime bien, au 19e siècle, comment les Français appelaient leur mission coloniale la mission civilisatrice. Ils allaient déciviliser d'autres parties du monde, c'est ce qu'ils n'étaient pas censés apprécier comme ça. Mais l'idée que nous apportons les fondements de la civilisation contre la barbarie à travers le monde, ou que nous sommes des phares brillants de cela, ou que nous faisons tout ce que nous pouvons en tant qu'État sécuritaire pour préserver cette mentalité très rare qui nous sépare des pires choses que les êtres humains peuvent finir par se faire les uns aux autres. Je pense que c'est profond et au cœur de la raison pour laquelle nous avons une parenté aussi intéressante et profonde. Je pense que cela fait partie de quelque chose que Donald Trump voit en Israël et que beaucoup d'autres politiciens ne comprennent pas vraiment. Et c'est pourquoi il a été si pro-Israël. Par exemple, Donald Trump déteste évidemment la guerre, il aime évidemment la vie, il aime aussi évidemment profiter de la vie. Et c'est tout simplement parlant. Je pense qu'il s'en inspire en voyant la façon dont les Israéliens interagissent avec le monde. Et je pense que c'est un message incroyablement important sur lequel nous devrions tous réfléchir. Vous savez, vous avez Himmler qui dit cela. Vous pouvez imaginer peut-être une femme russe aux cheveux blonds ou aux cheveux noirs, peu importe.
Elle creuse une tranchée pour sa mission anti-char. Et il dit littéralement qu'à cause de son sang, qui n'est pas assez allemand, on ne parle même pas de quelqu'un qui serait juif, par exemple. Il les appelle littéralement. Il les traite d'animaux humains. Animaux humains, c'est le terme qu'il utilise pour un Russe. Il dit littéralement cela. La seule raison pour laquelle nous nous soucions d'eux, c'est uniquement dans la mesure où ils peuvent être nos esclaves. Il le dit clairement dans ce discours. Et il y a une fine frontière dans le cœur humain entre, comme on le voit, quand les gens ont peur, quand ils sont désespérés, quand ils sont terrifiés, quand ils sont en colère. Chaque cœur humain possède une fine frontière. Comment pouvons-nous nous engager dans les aspects les plus laids de l'existence humaine, tout en préservant, célébrant et chérissant la vie, sans tomber dans cette mentalité de mort et de haine? Et je pense que cela, vous savez, quand nous parlons du niveau moral et du niveau théologique, ce sont les choses que nous avons en commun. Il est très facile de voir des exemples d'endroits qui ont perdu cela, ou peut-être ne l'ont jamais eu. Le mouvement nazi en est un exemple. Et les choses auxquelles les Israéliens sont obligés de faire face au quotidien en sont un autre exemple. Et le contraste est frappant. Après une visite en Israël, un Américain avec une certaine conscience morale pense qu'Israël devrait contrôler la majeure partie de la région. Mais je ne vois pas comment on peut en arriver là sans devoir mener une guerre intentionnelle et positive, ce que bien sûr nous ne faisons pas volontairement en tant que peuple. On voit que c'est une démocratie occidentale avec de fortes convictions pour la vie et les valeurs. Contrairement à ce qui se passe là-bas, c'est une autre histoire. Et j'aimerais que plus d'Américains puissent s'y connecter. Je souhaite vraiment que plus d'Américains se connectent à cela. Vous savez, James, alors que nous concluons ici, je veux vous dire que lorsque je vous écoute parler maintenant, et aussi dans votre podcast, ce concept des personnes qui affirment la vie, James, que vous voyez comme une valeur commune aux États-Unis et à Israël. C'est drôle, pour beaucoup d'Israéliens, nous n'en sommes même pas conscients. Chaque année, ils publient le sondage des pays les plus heureux. Les Israéliens l'entendent, comme en 2024, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en pleine guerre après 2023. Nous étions comme numéro 6 ou 7 dans le monde, ce qui est remarquable. Et nous sommes montés jusqu'à la 2e place. Comme vous savez, les gens qui sont les plus heureux avec leur pays et qui ressentent la plus grande valeur positive dans leur vie. Et c'est presque comme quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais en t'écoutant parler, cette affirmation de la vie, presque inconsciente, cette attitude qui affirme la vie que nous avons ici, c'est peut-être vraiment la clé entre nous et les États-Unis. Et je pense que même si cela semble écrasant, cette tendance dans le monde à essayer de rompre ce lien. Je l'ignorais en arrivant dans le podcast, mais je pense que tu as raison. Ce que nous devons vraiment faire, c'est dans une certaine mesure dépasser la rhétorique et toucher à ces aspects plus profonds. Ils ne sont pas plus compliqués, ils sont presque élevés. Des concepts d'affinité morale les uns envers les autres. Cette affinité qui affirme la vie que nous avons les uns avec les autres et notre sentiment du divin dans notre vie quotidienne. Et je pense que tu es un représentant incroyable. Et je veux te remercier au nom du peuple d'Israël, vraiment. Si je peux être aussi audacieux pour être venu ici. James, cela montre juste l'impact incroyable. Et tu es un grand patriote pour le peuple américain. Et merci de mettre en lumière le rôle que nous jouons et le rôle que tu peux jouer pour nous. Merci de m'avoir rejoint, James. Je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup. J'ai hâte de revenir et de continuer à porter le flambeau que j'ai repris pendant mon séjour. Merci, James, pour tout.